serveur de Google, d'accord? Là où il y a Google Meet. Ensuite, l'opération inverse est effectuée pour que l'onde analogique arrive au niveau de vos terminaux. Tout ça en quelques secondes. D'accord? Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un signal numérique, pour qu'il soit transmis à longue distance, il est modulé en un signal analogique. C'est ce qu'il faut retenir. C'est très important. D'accord? Donc, ce qu'il y a dans votre slide, donc le terme de données analogiques, je l'ai bien résumé, se réfère à une information continue, et les données numériques se réfèrent à des datas discrets. Les données analogiques prennent des valeurs continues et les données numériques prennent des valeurs discrètes. D'accord? Donc, ce qu'il faut, voilà. Voilà la représentation comparative entre un signal analogique qui se trouve sur la gauche, donc il est là, et un signal numérique sur la droite. Donc vous voyez, le signal analogique, il est continu, et le signal numérique, des valeurs discrètes, des hauts et des bas. D'accord? C'est-à-dire des valeurs nulles et des valeurs fixes. Il n'y a pas de continuité, donc des états discrets. Question. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre d'introduction dans vos cours? Pour que j'évite les redondances. Si vous avez vu ça, je vais accélérer. Oui, monsieur. Vous avez vu? Oui. Ah bah très bien. Donc dites-le moi, comme ça je vais accélérer. D'accord? Est-ce que vous avez vu les signaux composites? Ça veut dire quoi, monsieur? Une autre définition, ou bien peut-être qu'on les a déjà fait. Ah bah vous ne pouvez pas faire quelque chose sans la nommer. Les signaux composites, hein? Donc je suppose que vous n'avez pas fait, donc je vais les signaux composites sont des signaux analogiques. Comme vous le voyez sur votre écran, je dis que les signaux analogiques périodiques, bien sûr, peuvent être classés soit comme étant des signaux simples ou des signaux composites. C'est-à-dire des signaux un peu plus compliqués, complexes. Voilà. Le plus simple pour présenter un signal analogique périodique, c'est une onde sinusoïdale. D'accord? Alors, un simple signal analogique périodique, une onde sinusoïdale, ne peut pas être décomposé en signaux plus simples. D'accord? Par contre, le signal analogique périodique composite, on peut le diviser en plusieurs ondes sinusoïdales. D'accord? C'est ça le signal composite, c'est qu'il comporte plusieurs ondes sinusoïdales. Est-ce que vous avez vu déjà? Hein? Je vous pose la question. Monsieur, genre, par texte, j'ai pas très bien compris le concept. Peut-être une représentation graphique. On y arrive, on y arrive. D'accord. Bon, ben, allez, je vais faire en sorte, Donc, je si vais j'ai faire bien en sorte. compris, c'est une sorte de plusieurs ondes sinusoïdales, c'est ça? Voilà. Et qui Donc, dépendent d'une fréquence. La première fréquence, n'est pas égal à la euh, deuxième. fréquence fondamentale. Voilà. Ah, C'est comme la d'accord. voix.
Avec la voix humaine, quand c'est un signal analogique périodique, composite, qui est Ah, composé de plusieurs ondes sinusoïdales de fréquences différentes, mais qui dépendent qui sont multiplicatives d'une première fréquence qu'on appelle la fréquence fondamentale. d'accord, d'accord, monsieur. D'accord? D'accord. Donc, dans ce deuxième paragraphe, on va parler de l'onde sinusoïdale, vous la connaissez, de la longueur d'onde, du domaine de temps et de fréquence, c'est-à-dire domaine temporel et domaine fréquentiel, des signaux composites, et on arrive à la bande passante. Bien sûr, la bande passante théorique. OK. Voilà la forme d'une onde sinusoïdale. Je vous apprends rien. D'accord? Comme vous voyez, vous avez une infinité d'intensités sur une période de temps. D'accord? Et toujours une valeur qui dépend du temps. La figure de 3 représente, d'accord, deux signaux, d'accord, qui ont la même phase et la même fréquence. Par contre, ils ont une amplitude différente. Alors, vous avez dans la partie A un signal avec une amplitude de crête élevée et dans la partie B un signal avec une faible amplitude de crête. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? OK. Et là, dans la figure 2.4, vous avez deux signaux qui ont la même amplitude et la même phase, c'est-à-dire qu'ils sont en phase, mais des fréquences différentes. Et vous voyez, dans la partie A, vous avez 12 périodes d'une seconde. Donc, chaque seconde, il y a une répétition. Sur une seconde, vous avez 12 périodes. Donc, il y a 12 répétitions de signaux pendant une seconde. Donc, la fréquence est 12 Hertz. C'est 1 sur 12. La période, c'est 1 sur 12 S, c'est-à-dire la fréquence 12 Hertz. Et dans le deuxième signal, dans la partie B, vous avez 6 répétitions des deux lobes pendant une seconde, c'est-à-dire une fréquence de 6 Hertz et une période de 1 sixième seconde. Ça, c'est élémentaire pour vous. Voilà. Les unités de période et de fréquence en secondes, millisecondes, microsecondes, nanosecondes, picosecondes, etc. D'accord? 10-12, donc de 1 jusqu'à 10-12 secondes. Pour ce qui est des fréquences, des Hertz jusqu'à THz et jusqu'à hexahertz. Bon, on s'arrête à terahertz. Vous connaissez, je suppose. Si un signal ne change pas tout le temps, sa fréquence est nulle. S'il change instantanément, sa fréquence est infinie. Ça, c'est des principes que je suppose vous connaissez. Vous avez des exemples. Là, c'est classique. D'accord? Si on utilise une puissance électrique dans la maison qui a une fréquence de 60 Hz, la période de ces ondes sinusoïdales, c'est 1 sur 60. Donc, c'est 16,6 millisecondes. Si on veut convertir 100 millisecondes en microsecondes, ça, c'est élémentaire. Je suppose que vous connaissez. Parfois, j'exagère avec ces exemples. La période d'un signal est de 100 millisecondes. Quelle est sa fréquence en kHz? F égale 1 sur T. Donc, on passe des millisecondes au kHz. D'accord?
convertit les 100 millisecondes en secondes, et puis on calcule la fréquence en kilohertz. Là, c'est un cas d'un signal ou d'une onde sinusoïdale, donc c'est un signal sinusoïdal, et j'ai 3 ondes sinusoïdales qui ont la même période, la même amplitude, la même fréquence, mais des phases qui sont différentes. D'accord? Des phases qui sont différentes. Donc, lorsque la phase est nulle, donc la courbe commence à 0. Lorsque la phase est égale à 90 degrés, donc elle commence à un quart de la période à partir de l'axe des abscisses. Et lorsqu'elle est de 180 degrés, à demi-période, à partir de l'axe des abscisses, bien sûr, dans la partie négative. D'accord? Alors, lorsque l'onde sinusoïdale est décalée de 1/6 de son cycle par rapport au temps, quelle est la phase en degrés et en radians? On sait très bien que le cycle d'une onde sinusoïdale, c'est 360 degrés. D'accord? Donc, le 1/6 de 360 degrés, c'est 60 degrés. Donc, la phase est égale à 60 degrés. En radians, c'est pi sur 3. D'accord? Là, c'est classique. Là, on va parler du principe de la longueur d'onde. Donc, le principe de la longueur d'onde, comme vous voyez, il y a toujours une direction de propagation. OK? Et vous avez un support de transmission sur lequel on met comme hypothèse une échelle de temps. D'accord? Une échelle de temps. Donc, la partie supérieure, vous voyez que on a un support de transmission à un temps t, donc une onde sinusoïdale à un instant t, et dans la deuxième partie, à un instant de t plus grand T. Donc vous voyez, il y a un petit décalage. OK? Il y a un petit décalage, et ce décalage représente une autre caractéristique des signaux sinusoïdaux, c'est-à-dire la longueur d'onde. D'accord? Et la longueur d'onde, elle est directement liée au support de transmission, c'est-à-dire que la longueur d'onde, c'est une caractéristique d'un signal sinusoïdal qui traverse un support de transmission. Et cette caractéristique de la longueur d'onde, elle crée un lien entre la fréquence d'une onde sinusoïdale et la vitesse de propagation du milieu dans lequel l'onde sinusoïdale se propage. D'accord? Donc, la longueur d'onde, elle dépend simultanément de la fréquence et du support. D'accord? Et le meilleur exemple pour vous mettre dans le bain d'une longueur d'onde, c'est la fibre optique. D'accord? La fibre optique, on tient compte
principalement de la valeur de la longueur d'onde pour décrire la transmission de la lumière dans la fibre optique, c'est-à-dire un milieu où il y a de la lumière. D'accord? Donc, pour vous mettre, pour bien mettre dans le bain, vous pouvez définir la longueur d'onde comme étant la distance qu'un signal sinusoïdal simple et non composite, d'accord, peut parcourir en une période. D'accord? Et on peut la calculer à partir de la vitesse de propagation et la période du signal. Et vous savez très bien que la vitesse de propagation, par exemple des signaux électromagnétiques, dépend du milieu dans lequel le signal est propagé et aussi de la valeur de la fréquence de ce signal. D'accord? La valeur de la longueur d'onde qu'on note dans la plupart des cas lambda, d'accord? C'est en micromètres, dans la plupart des cas, c'est des micromètres. D'accord? Et c'est toujours le rapport entre la vitesse de propagation et la fréquence du signal. C'est-à-dire, c'est s'il s'agit de la vitesse de la lumière, pour le cas de la fibre optique, sur la fréquence du signal. D'accord? Par exemple, avant d'entamer ce slide, si on considère une onde électromagnétique qui se propage en fibre optique, si sa fréquence est à une valeur, par exemple, de 100 mégas, d'accord, 100 MHz, et je voudrais calculer la valeur de la longueur d'onde, donc c'est C sur F, c'est-à-dire 3 10 puissance 8, la vitesse de la lumière, divisé par 100 mégas. Et ça fera combien? Si vous pouvez faire le calcul. Est-ce que vous pouvez répéter les valeurs, monsieur, s'il vous plaît? Bon, j'ai pris des valeurs au hasard. Hein. Donc la valeur de la vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 8. Et la fréquence, 100 mégas. Donc c'est 1 10 puissance 6. 8. Non, 8, 100 mégas. C'est Ah oui, bien sûr, 10,2 fois 10. les deux zéros. Donc 1 fois 10 10, puissance 8. donc c'est 3. C'est 3, parce que 3 10 puissance, la vitesse de la lumière, c'est 3 10 puissance 8 mètres par seconde, c'est ça. Et donc, je vais obtenir 1 mètre, non, 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres, voilà. Bon, l'essentiel, vous retenez que lambda, c'est C sur F. Voilà. Généralement, une longueur d'onde, elle est de l'ordre des micromètres. D'accord? Micromètres.
Donc, dans ce slide, je vous présente les diagrammes d'une onde sinusoïdale dans les domaines temporels et fréquentiels. Donc, vous voyez qu'une onde, sinusoïdale est représentée par son amplitude, sa fréquence et sa phase. D'accord? Dans le domaine temporel, vous avez une valeur crête à crête de 5 volts et une fréquence de 6 Hz et une phase de 0. Donc, si on veut la représenter dans le domaine fréquentiel, donc je vais avoir une barre au niveau de 6, puisque c'est 6 Hz, et la longueur de cette barre verticale, c'est 5 volts. Vous voyez comment on représente les ondes sinusoïdales dans les domaines temporels et fréquentiels. Là, bon, dans ce slide, c'était pour une seule onde sinusoïdale. Si je veux représenter 3 ondes sinusoïdales, donc de couleurs différentes, donc j'ai le vert, le rouge et le bleu. D'accord? Donc, celle qui est en rouge, d'accord? Là, si je veux calculer sa fréquence, donc j'ai sur une seconde, j'ai 2 lobes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai le signal qui se répète 8 fois, donc la fréquence, c'est 8 Hz pour le signal en rouge, et l'amplitude, elle est de 10. Donc, je vais avoir une barre en rouge au niveau du point correspondant à 8 Hz, et la longueur de cette barre est de 10. D'accord? Celui qui est en vert, c'est pratiquement la même chose, mais sauf que la fréquence est plus élevée et l'amplitude, elle est diminuée de la moitié. Donc, je vais avoir une fréquence de 16 et une longueur de 5. Et le signal sinusoïdal qui est en bleu, donc il n'a aucune variation fréquentielle, donc une fréquence nulle, donc 0, et une valeur de l'amplitude constante égale à 15, donc je vais avoir une barre bleue de longueur de 15. Donc voici la représentation de 3 ondes sinusoïdales dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel. Et je dis bien ici que le domaine fréquentiel est plus compact et utile quand il s'agit de plus d'une onde sinusoïdale. D'accord? C'est-à-dire quand le signal sinusoïdal devient composite, donc formé de plusieurs signaux sinusoïdaux au même temps, la meilleure représentation, c'est la représentation fréquentielle. D'accord? C'est-à-dire, dans la représentation fréquentielle, comme on vient de le voir, vous avez 3 ondes sinusoïdales qui sont représentées par 3 pics dans le domaine fréquentiel. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut noter dans cette première partie introductive du chapitre transmission des données? On peut dire qu'une onde sinusoïdale à fréquence unique n'est pas utile dans les communications des données. Nous devons envoyer un signal composite, c'est-à-dire un signal composé de plusieurs ondes
sinusoïdale simple. Donc, dans le domaine des télécommunications, on ne parle pas d'une onde sinusoïdale à une seule fréquence, c'est-à-dire simple, mais on parle tout le temps d'ondes sinusoïdales composites, de signaux sinusoïdaux composites, c'est-à-dire composés de nombreuses ondes sinusoïdales qui sont, bien sûr, qui sont des ondes simples. Alors, qu'est-ce que dit Fourier? Donc, l'analyse de Fourier dit que tout signal composite, c'est une combinaison de plusieurs ondes sinusoïdales simples qui ont des fréquences, amplitudes et phases différentes. C'est ce que Fourier dit sur les signaux sinusoïdaux composites. Alors, si ce signal composite est périodique, la décomposition de Fourier donne une série de signaux avec des fréquences discrètes. Si par contre ce signal n'est pas périodique, la décomposition donne une combinaison d'ondes sinusoïdales avec des fréquences continues. Là, c'est le concept de Fourier. Ce sont trois remarques importante, à mon avis. D'accord? Alors, je suis en train de réfléchir sur un exemple. Dans la pratique, pour vous faire... Est-ce que vous, maintenant, vous savez, vous avez vu les composites ou pas? Maintenant, vous savez c'est quoi un signal composite? Vous m'entendez? Oui, monsieur, oui. Bah, répondez-moi, j'ai posé une question. On les a déjà vus, monsieur. Pardon, mon Ah, microphone était désactivé, pardon. Je pensais que j'ai répondu. d'accord, ok. Donc, puisque vous avez vu déjà les signaux composites périodiques, donc cette figure vous donne l'allure d'un signal composite périodique de fréquence F. Je vais aller vers la figure de 10 qui nous montre le principe de la décomposition d'un signal composite périodique dans les domaines temporels et fréquentiels. Donc, vous avez trois ondes sinusoïdales de couleurs différentes, rouge, bleu, noir, de fréquences différentes. La rouge a une fréquence F, la bleue 3 fois la fréquence F et la noire 9 fois la fréquence F. D'accord? Et ça, c'est un signal composite périodique dans le domaine fréquentiel et temporel. La figure de 11, voilà. Maintenant, on a plus d'idées puisque cette figure montre un signal composite qui n'est pas périodique, contrairement à la figure précédente. Alors, les signaux composites non périodiques, on les trouve par exemple dans le domaine
téléphonique. Par exemple, ce que je suis en train de vous dire, toutes mes paroles transmises dans le réseau via mon téléphone, ce sont des signaux composites non périodiques, puisqu'ils sont créés, ces signaux sont créés par un microphone qui est à l'intérieur d'un poste téléphonique, qui est mon téléphone. D'accord? D'accord? Un tel signal ne peut pas être périodique, puisqu'on parle, on répète des mots, on parle sur des mots différents, donc on ne peut pas obtenir un signal composite périodique avec la même tonalité. D'accord? Peut-être que si je dis est-ce que vous m'avez entendu? Ben, je dis est-ce que vous m'avez pas entendu? Ce sont des fréquences qui sont différentes, en plus aléatoires. Je ne peux pas deviner là, je ne peux pas créer une périodicité entre ces signaux. Donc, dans la représentation temporelle, vous voyez qu'il y a une infinité de fréquences sinusoïdales, mais qui sont simples. Si je reste sur l'exemple de la voix humaine, d'accord, le nombre de fréquences créées dans une voix humaine est infini. Par contre, la portée est limitée. Donc, je suppose que vous avez vu dans le cours de la téléphonie qu'un être humain, comme moi et vous, il peut créer un ensemble de fréquences contenues dans les fréquences, un ensemble de signaux sinusoïdaux continus, donc qui forment un signal composite, dont les fréquences sont comprises entre 0 et 4 kHz. D'accord? Donc, pour trouver l'amplitude liée à une fréquence choisie, F, vous voyez sur le côté droit de la figure, comment je vais connaître la valeur de cette amplitude. Je vais tracer une ligne verticale pour créer une intersection avec la courbe de l'enveloppe, d'accord? Et la hauteur de la ligne verticale représente l'amplitude de la fréquence qui lui correspond. D'accord? Voilà, c'est très simple comme donnée. Donc, vous voyez comment on représente dans cette figure de 11, dans les domaines temporels et fréquentiels, d'un signal composite apériodique. D'accord? Et là, on va maintenant se rapprocher beaucoup plus des télécommunications. Donc, on va parler de la bande passante des signaux composites périodiques et apériodiques. D'accord? Dans cette figure de 12, on voit bien, dans la partie A, c'est la bande passante d'un signal composite périodique et la bande passante dans l'autre côté d'un signal périodique, apériodique. D'accord? Et si on veut calculer la bande passante pour le signal périodique, on fait la différence entre la fréquence maximale et minimale et on trouve 4 kg. La même chose dans la bande passante d'un signal non périodique. D'accord? Puisque je le dis bien dans le slide, que la bande passante d'un signal composite, c'est la différence entre les fréquences les plus hautes et celles des fréquences, entre la valeur des fréquences les plus hautes et celle de la valeur et celle des fréquences les plus basses, qui sont bien sûr contenues dans le signal. Et là, vous avez des exemples
Donc, un exemple, vous avez un signal périodique qui est décomposé en 5 ondes sinusoïdales avec des fréquences de 10, 300 jusqu'à 900. Quelle est la bande passante? Donc, la bande passante, c'est la valeur de la fréquence haute, c'est-à-dire 900, moins la valeur de la fréquence basse, c'est-à-dire 100, donc c'est 800 Hz. Et on nous demande de dessiner le spectre en supposant que tous les composants ont une amplitude maximale de 10, donc unique. Ils ont la même amplitude, donc vous voyez la même amplitude du 10 volts sur 100, 300, 500, 700 et 900. Et vous avez la bande passante de 800. Et c'est ça la représentation du spectre fréquentiel de ce signal périodique. Donc, ce spectre, il a 5 pics avec une même amplitude. Un autre exemple, or, vous avez un autre exemple, vous avez un signal périodique qui a une bande passante de 20 Hz. La fréquence la plus élevée est de 60 Hz. Vous devez deviner ou calculer la valeur la plus basse à partir de la bande passante. Et ensuite, dessiner le spectre en supposant que les fréquences ont toutes la même amplitude. Donc, si FH, c'est la fréquence la plus haute, FL, c'est la fréquence la plus basse, donc high et low, et B, c'est la bande passante, donc vous n'avez qu'à faire la différence et deviner que la fréquence L est égale à 40 Hz. Et pour ce qui est de la représentation du spectre, voilà. Vous avez pratiquement des pics à une même amplitude. Le premier pic est à 40, donc la fréquence la plus basse, jusqu'à 60. Voilà. J'ai 20 pics, puisque la bande passante, c'est 20 Hz. Bien sûr, en supposant que le spectre contient les fréquences entières, pas de virgule. Donc, le troisième exemple, vous avez un signal composite non périodique qui a une bande passante de 200 kg avec une fréquence moyenne de 140 kHz et une amplitude crête de 20 volts. Les deux fréquences extrêmes ont une amplitude nulle. Tracez le signal dans le domaine fréquentiel. Ah, c'est un exemple quand même sérieux cette fois-ci. D'accord? Alors, on nous dit que la fréquence la plus basse est égale à 40 kg. Doit être égale à 40 kg. Pourquoi? Parce que la bande passante est de 200. Et la fréquence moyenne est de 140. D'accord? Donc, si je veux obtenir 200, et avec une fréquence moyenne de 140, donc je ne peux faire que si la fréquence low est à 40 et la fréquence high est à 240. Et là, au milieu, donc la fréquence moyenne au milieu, d'accord? C'est ça la fréquence moyenne, c'est 40, c'est 240 plus 40 divisé par 2. C'est ça la fréquence moyenne. Donc la fréquence moyenne est de 140 kHz. Donc voici la représentation dans le domaine fréquentiel, bien sûr, en supposant que la fréquence moyenne est de 140 kHz. Voilà ce que je peux dire
sur les signaux analogiques. Est-ce qu'il y a des questions? Pour moi, c'est clair, monsieur. Et les autres? Très bien. Maintenant, on va parler des signaux numériques. D'accord? On va parler des signaux numériques. Donc, les informations, comme on vient de le voir, peuvent être représentées par un signal analogique. Elles peuvent également être représentées par un signal numérique. Par exemple, une valeur 1 dans un signal numérique peut être codée par une tension positive et la valeur 0 comme étant une tension nulle. Donc, un signal numérique peut avoir plus de 2 niveaux. Et dans ce cas-là, nous pouvons envoyer plus d'un bit pour chaque niveau. Puisque l'exemple que je vous ai donné, c'est pour un seul niveau, un bit par niveau. Donc 1 ou 0. Si je mets 2 bits, donc je vais avoir 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Donc je vais avoir plusieurs bits pour plusieurs niveaux. D'accord? Et dans cette partie, on va parler du débit, de la longueur de débit et d'un signal numérique qui peut être considéré comme étant un signal analogique, composite et de la couche d'application. Alors, ce que je vous demande, est-ce que vous avez déjà vu ces notions de débit, d'accord, et de longueur de débit? Est-ce que vous avez déjà vu ça Oui, auparavant monsieur, oui. dans votre... On les a déjà vus, oui. Dans ce Pas cas, mal de on va y fois. aller plus rapidement. Voilà. Vous voyez par exemple la figure de 16 où on a deux signaux numériques, un avec 2 niveaux et l'autre avec 4 niveaux. D'accord? Alors, cette figure de 16, bien sûr, qui montre deux signaux, comme je viens de le dire, l'un à 2 niveaux et l'autre à 4 niveaux. Si nous envoyons un bit par niveau pour la partie supérieure et 2 bits par niveau pour la partie inférieure de la figure. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est qu'un signal numérique a des niveaux égaux à L et chaque niveau a besoin de log binaire de L bits. D'accord? Pour généraliser ce qu'on a fait ici. Ici, on a envoyé 8 bits en une seconde. Donc, on a 8 bits par seconde de débit. Et là, on a envoyé 16 bits en une seconde. Et donc, on a un débit de 16 bits par seconde. D'accord? Et là, on tire la formule que le nombre de bits par niveau, si on a n niveaux, donc
le nombre de bits par niveau, c'est égal à log binaire de L. Et là, vous avez un exemple. Si on a un signal numérique qui a 8 niveaux, combien de bits sont nécessaires par niveau? Donc, on va calculer ce nombre de bits en utilisant la formule log binaire de L. Donc, L égale à 8. Donc, on aura 3 bits par niveau. Donc, chaque niveau de signal est représenté par 3 bits. Deux autres exemples, donc l'exemple de 9 et de 10. Si on a un signal numérique qui a 9 niveaux, combien de bits sont nécessaires par niveau? Donc, nous calculons le nombre de bits en utilisant la formule, bien sûr. Chaque niveau de signal est représenté par 3,17 bits. Cette réponse n'est pas réaliste. 4 bits, Donc, monsieur. Plutôt 4, voilà, لازم نكوديوه sur 4 bits. voilà. Donc, le nombre de bits envoyés par niveau doit être un nombre entier, ainsi qu'une puissance de 2. Donc, pour cet exemple, 4 bits peuvent être représentés à un niveau. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le nombre de bits envoyés par niveau doit être un nombre entier et qu'il doit être une puissance de 2. D'accord? Dans la deuxième question de cet exemple, si nous devons télécharger des documents texte à raison de 100 pages par seconde, quel sera le débit qui sera requis au canal? Donc, généralement, une page est une moyenne de 24 lignes avec 80 caractères dans chaque ligne. Si nous supposons qu'un caractère nécessite 8 bits, donc le débit sera le suivant. Nous avons 100 pages, donc c'est 100. Nous avons 24 lignes par page, donc fois 24. Nous avons 80 caractères par ligne, donc fois 80. Et nous avons 8 bits par ligne, donc fois 8. Et on va obtenir un débit de 1 636 000 bits par seconde, ce qui correspond à 1,636 mégabits par seconde. Un autre exemple, si on considère un canal vocal, c'est-à-dire un canal qui transporte de la voix numérisée, à travers la numérisation d'un signal vocal analogique à une bande passante de 4 kHz, donc un signal téléphonique. Alors, nous devons échantillonner ce signal au double de la fréquence la plus élevée. D'accord? Vous connaissez le principe de Shannon. Donc, 2 échantillons par Hertz. Nous supposons que chaque échantillon nécessite 8 bits. Quel sera le débit binaire? Donc, le débit binaire, c'est, puisque le double, donc c'est 2 fois la fréquence la plus élevée, donc la fréquence la plus élevée, 4 kg. Si nous considérons que la fréquence la moins élevée, c'est 0, fois 8, et on obtient un débit binaire maximal de 64 kilobits par seconde, qui correspond au débit binaire d'un canal téléphonique du fixe, bien sûr. Deuxième question pour cet exemple. Si on considère une télévision à haute définition, quel est le débit binaire qu'il faut pour ce type de télévision? Donc, on sait très bien que la télévision à haute définition utilise des signaux numériques pour diffuser des signaux vidéo en haute qualité. L'écran est 16:9, donc il a un rapport 16/9e, c'est que signifie qu'il y a, je ne sais pas si vous avez fait le cours de la télévision numérique, de 1920 par 1080 pixels par écran.
Et donc, l'écran est renouvelé 30 fois par seconde. Et on sait bien que 24 bits représentent un pixel de couleur. Donc, la résolution, donc 1920 fois 1080, multiplié par la fréquence de renouvellement de l'écran par seconde, donc 30, fois les 24 pixels que représentent, pardon, les 24 bits que représentent un pixel. D'accord? Puisque la résolution, c'est 1920-1080 pixels par écran. Et on obtient pratiquement 1 milliard 492 millions 992 000 bits par seconde, ou bien 1,5 gigabits par seconde. D'accord? Et les stations de télévision, elles réduisent ce taux de 20 à 40 mégabits en utilisant la compression, soit les MPEG, soit d'autres types de compression. Voilà. Donc là, on va parler ce qu'on a fait pour les signaux analogiques, on va le faire pour les signaux numériques, c'est-à-dire leur représentation temporelle et fréquentielle. La même chose ici, dans le domaine fréquentiel, est aussi représenté par des barres ou par des pics dans le domaine fréquentiel. D'accord? Pour petit a, c'est pour le signal numérique périodique et petit b pour le signal numérique non périodique. D'accord? Et là, on va aborder un type de transmission très connu dans les milieux de télécom, c'est la transmission en bande de base, c'est-à-dire une transmission sous un environnement totalement numérique. C'est-à-dire il n'y a pas de modulation, il n'y a pas de modem. D'accord? Pas de modulation, pas de modem. C'est une transmission en bande de base. Est-ce que vous avez déjà vu le principe de la transmission en bande de base? Oui, monsieur, c'est en effet le module scan. Très bien. Donc, avec Monsieur Jaladi, c'est ça. Oui, exactement. Donc, pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un signal numérique est un signal analogique composite qui utilise une bande passante infinie. Voilà. Voilà ce qu'il faut retenir. Que le signal numérique, c'est un signal analogique composite avec une bande passante infinie. D'accord? Et là, on va parler des bandes passantes de deux canaux passe-bas. Petit a, un canal passe-bas à large bande passante, c'est-à-dire il fait passer beaucoup de données dans un intervalle fréquentiel 0 F1. Et dans le petit b, pardon, c'est le même canal, c'est toujours un canal passe-bas, mais avec une bande passante étroite. D'accord? Ce sont deux notions très très importantes dans le milieu télécom. D'accord? D'accord? Pourquoi j'insiste sur les canaux passe-bas? Parce que si vous avez vu ça avec M. Jaladi, vous savez très bien que la transmission en bande de base, elle nécessite
la présence d'un canal passe-bas. C'est-à-dire un canal, si vous avez bien remarqué, un canal passe-bas, c'est un canal dont la bande passante commence à 0. C'est ça le canal passe-bas. D'accord? Il faut faire le filtrage également, monsieur. Oui, Avec une bande passante infinie, il faut faire voilà, le filtrage. voilà. Pardon, j'ai touché à... Vous avez... J'ai fait une mauvaise manœuvre. Vous avez l'affichage, toujours. Oui, monsieur, oui. D'accord. Donc, la figure 19, Hadia, vous avez toujours deux canaux passe-bas. Je vous ai dit, l'un avec une bande passante étroite et l'autre avec une large bande passante. Ce que vous venez de dire, M. Terrail, c'est-à-dire une bande passante infinie, c'est un cas qui existe uniquement dans la théorie. Hein. Exactement, monsieur. Dans Voilà. la pratique, d'accord, dans la pratique, c'est une autre paire de manches. D'accord, c'est-à-dire, un tel cas ne peut pas exister dans le réel. Jamais. Mais, il y a toujours une tentative de se rapprocher toujours du cas idéal. Il y a toujours une tentative de vous rapprocher du cas idéal. D'accord? D'accord. Là, dans ce slide, vous voyez que vous avez une figure de 20 qui consiste à une transmission en bande de base qui utilise un support dédié. D'accord? Et là, avant de vous expliquer la figure, vous avez une note que j'ai mis en vert qui dit que la transmission en bande de base d'un signal numérique qui préserve la forme du signal numérique à la réception, bien sûr, ne peut être possible que si nous devons disposer d'un canal passe-bas avec une bande passante infinie ou très large. D'accord, c'est ça le principe. Euh, Monsieur Taraï, on a dépassé l'heure. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? On continue demain en présentiel. Je préfère, oui, monsieur. Voilà, demain. Demain, Inch'Allah. À D'accord, monsieur. demain. À 8 heures, la salle, les nouveaux